Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le tout premier commissariat de police de Didier V ouvert. Ce poste vient apporter une réponse concrète à un besoin de sécurité pour la ville et ses environs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité indique que le gouvernement va poursuivre la stratégie de couverture sécuritaire du territoire par la création de nouveaux commissariats dans plusieurs localités du pays. Mettre toutes les administrations ensemble pour lutter contre la fraude sur les documents, c'est la réponse qu'apporte l'ONESI à ce problème. L'Office national de l'état civil et de l'identification est constamment confronté à des cas de faux documents produits par certains usagers. Dans ce journal, nous irons à la découverte de Mara, un village de la cité du Poro, dans le nord du pays. Une localité de près de 5000 âmes qui regorge des trésors bien gardés par les villageois, un héritage culturel qui fait le bonheur des populations. Les flammes continuent de ravager le principal port d'Iran au lendemain d'une explosion. Le bilan humain d'au moins 40 morts et plus d'un millier de blessés. La cause n'est pas encore connue. Le président iranien est arrivé ce dimanche sur place. Dans la région du Bélier, un commissariat de police ouvert à Didier-V. Ce poste renforce la sécurité des populations de la ville et ses environs. La cérémonie a mobilisé des autorités administratives, politiques et coutumières. Javier Kouassi, Kader Sogodogo. Didier-V a sorti son tam-tam parleur pour accueillir le général Wagondo Diomandé. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est dans la localité pour l'inauguration du tout premier commissariat, tournant décisif pour le développement de Didier-V. Maintenant que nous disposons d'un commissariat de police, je voudrais donc lancer un appel solennel à l'ensemble des opérateurs économiques à venir investir dans la commune de Didier-V. Les policiers, par la voix du représentant du directeur général, en la personne de son adjoint, saluent les actions du gouvernement en faveur de leur corps. Avec tout le personnel de la police nationale, exécuté avec engouement, avec dévouement, toutes les missions qui vous sont confiées par M. le Président de la République, chef suprême des armées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité traduit la symbolique d'un commissariat avant de s'adresser aux policiers désormais en fonction à Didier-V. Ce commissariat est un symbole fort, un symbole de justice sociale, un symbole de proximité et un symbole du service public. Chers fonctionnaires de police, en prenant aujourd'hui fonction dans ce commissariat, vous devenez les garants de la tranquillité des habitants de Didier-V et de ses environs. La question sécuritaire est une préoccupation permanente au sein du gouvernement. Le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Jano Aoussou-Kouadio, insiste pour faire percevoir les efforts consentis en la matière. Il y a beaucoup qui arrivent encore avec le président Alassane Ouattara, puisque Didier-V a une place de choix dans son cœur. C'est au commissaire Laurent Bamba d'assurer la direction du tout premier commissariat de Didier-V, construit à hauteur de 205 millions de francs CFA par la mairie. Et notre approche de sécurisation, la lutte contre la fraude documentaire, un phénomène qui compromet la sécurité et l'intégrité des documents officiels. L'ONESI décide donc de passer à l'action. Un réseau mis en place pour renforcer la crédibilité des documents d'identification. Sidonie Davila. La fraude documentaire en Côte d'Ivoire a atteint des proportions alarmantes selon l'Office national de l'état civil de l'identification, ONESI. Face à cette réalité préoccupante, l'institution prend les choses en main. Nous sommes là pour la mise en place d'un réseau de référents en matière de fraude documentaire. Il faut dire que la fraude documentaire a atteint certaines proportions qui font qu'une seule structure à elle seule ne peut pas résoudre le problème de la fraude en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment mettre toutes les administrations ensemble pour qu'on soit plus fort pour éradiquer, sinon diminuer la fraude, pour être plus efficace, pour avoir une lutte plus efficace contre la fraude. La fraude documentaire représente un enjeu majeur pour l'ONESI, régulièrement confronté à des cas de faux documents. Pour le directeur général, ce réseau de référents est un outil essentiel dans la lutte. L'État a mis en place le tiers de confiance qui est l'ONESI et donc il appartient à ce tiers de confiance de faire en sorte que toutes les administrations publiques et privées et parapubliques
puissent bénéficier des outils qui sont mis en place. Donc c'est important pour nous de les rassembler tous aujourd'hui avec l'appui de l'Union européenne pour qu'on puisse mettre en place ce réseau de référents qui vont nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite et de crédibiliser, de sécuriser l'ensemble des documents que notre administration utilise. L'initiative de l'ONESI, soutenue par l'Union européenne à travers Civipol, est accueillie favorablement par les participants. Je pense qu'avec l'apport de l'ONESI et de tous les partenaires, le ministère de la fonction publique sera plus aguerri, aura toutes les ressources techniques, les ressources humaines et les conseils qu'il faut pour mieux juguler ce problème. C'est un atelier qui est le bienvenu et je pense que nous allons tirer beaucoup de cet atelier. Parmi les documents souvent falsifiés figurent les extraits d'actes de naissance, les certificats de nationalité, les cartes nationales d'identité, les diplômes, ainsi que plusieurs autres pièces. Et notre lutte s'impose surtout en cette année électorale, c'est celle contre la désinformation. Gouvernement, partis politiques et société civile étaient justement à une session de formation, une sensibilisation sur les discours de haine, un atelier organisé par la coordination nationale des coalitions des défenseurs des droits de l'homme. Astou Touré. Avec l'avènement du numérique, plusieurs dérives sont constatées via les réseaux sociaux, notamment les discours de haine et la désinformation. À quelques mois de l'élection présidentielle, la situation préoccupe la population. Côté réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news dedans. Voilà, dramatiser les informations, c'est pas normal. Ils doivent véhiculer des messages de paix, de rassemblement, d'apaisement. Quand j'entends des propos violents, franchement, ça me fait beaucoup mal. Tout ce qu'on voit et on peut observer, il y a des signes inquiétants, mais en même temps, les postures constructives des uns des autres encouragent à avoir de l'espoir pour empêcher qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Un atelier est donc organisé par la coordination nationale des coalitions des défenseurs des droits humains et Paradigme Initiative, une ONG qui œuvre pour le droit numérique afin de lutter contre les fléaux de la désinformation et les discours de haine. DREAM, Digital Rights and Elections in Africa Monitoring, un dispositif qui se donne pour mission d'engager des discussions, d'engager les parties prenantes lors des élections dans les pays africains pour s'assurer que leur droit à avoir accès à des informations sûres et vérifiées, le droit à avoir accès à Internet pendant les élections, avant les élections et après les élections soit respecté. Garantir les droits numériques pour les citoyens, pour tout le monde durant le processus électoral et également l'espace civique. C'est ce lieu que le rôle de la société civile est important. Les parties prenantes, ainsi sensibilisées et formées, se disent outillées et prêtes à partager cette expérience pour prévenir ces fléaux et garantir une élection apaisée. Nous avons besoin effectivement de sensibiliser nos concitoyens, les jeunes, les femmes, pour que ces personnes puissent avoir l'information juste avant de la diffuser. Cet atelier apportera beaucoup. On pourra bien éclairer nos participants qui vont à leur tour dans leur QG respectif donner de la bonne information pour qu'on puisse aider à nos élections pour des élections apaisées. Au total, 30 structures gouvernementales et non gouvernementales ont pris part à cette rencontre de sensibilisation et de formation. Et voilà qui nous plonge dans l'actualité politique ce soir. Le président du PPACI a tenu un conseil du comité central du parti. Il a exprimé hier son soutien au PDCI et RDA. Une déclaration a été adoptée. Voici les détails dans ce reportage de Nadège Kassi, Marie-Chantal Akanda. Comme annoncé à Dabou, le comité central du PPACI se réunit autour du président du parti pour définir la marche à suivre. Laurent Gbagbo, face à ses militants, lève toute ambiguïté sur l'orientation politique du parti. Nous ne laisserons pas le PDCI mourir parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Et toutes les expressions politiques doivent exister. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant en retour rien. La conviction politique n'est pas un troc.
Le comité central débat des actions à entreprendre et affine la position du parti. Des échanges qui aboutissent à l'adoption d'une déclaration officielle. Le président Laurent Gbagbo a rappelé que nous sommes le PPACI. Le président Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité au PDCI RDA. Il a également demandé que l'on se montre aussi solidaire avec les autres partis politiques. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de donner une dernière chance au dialogue et à l'écoute des revendications légitimes du peuple ivoirien, a invité le président exécutif à organiser le mouvement Trop, c'est trop. Le comité central a réaffirmé les conditions du PPACI pour des élections apaisées, à savoir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. Portés par le discours de leur leader, les militants expriment leur adhésion à la ligne politique définie. Ce que moi je retiens, c'est qu'il a fait retomber la tension. Il a pris ses responsabilités en tant qu'homme politique de gauche. Qui emmène justement tous les acteurs politiques, le RHDP et tous les autres partis, à s'asseoir et à discuter. Surtout le message d'unité. En quête de solutions et de clarté politique, le PPACI veut ainsi faire entendre sa voix dans le débat politique ivoirien. Les femmes du RHDP étaient réunies hier à Yamoussoukro. Depuis la capitale politique, elles décident de payer la caution pour la candidature du président de la République. Avec leur entrée politique, elles donnent ainsi le ton de la mobilisation pour la présidentielle d'octobre. Charles Tatou. Esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 30 000 militantes de l'Union des femmes, du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, ont répondu massivement à l'appel de leur présidente nationale, Arlette Badou Kwame, venue des 31 régions du pays. Un appel pour réactiver la flamme militante du RHDP à travers la junte féminine. Une mobilisation qui marquait également leur rentrée politique. Nous avons vu naître sous nos yeux des routes bitumées là où il n'y avait que poussière, des ponts qui relient là où il n'y avait que fossé, des centres de santé fonctionnels là où nos mamans, nos femmes, nos sœurs accouchaient dans la peur, des écoles et des universités modernes ouvertes à toutes les générations, notamment à nos filles et à nos sœurs. Au regard de toutes ces qualités, du travail abattu et de notre foi en sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les femmes du RHDP décident, ici et maintenant, de payer l'entièreté de la caution de notre candidat, le président Alassane Ouattara. La caution de 50 millions. La caution de 50 millions. Plusieurs hauts cadres du parti ont rehaussé de leur présence la rentrée politique des femmes. Au rang de ceux-ci, le coordonnateur principal du RHDP du district autonome de Yamoussoukro, Souleymane Diarrassouba, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Sissé Bakongo, et la vice-présidente du directoire du RHDP, Kandia Kamara Kamisoko, qui ont saisi l'occasion pour rassurer les femmes de Côte d'Ivoire quant au déroulement de la présidentielle de 2025 sans violence. Depuis 1993, Yamoussoukro, notre cité, a été abandonnée par tous. Il aurait fallu que le président Alassane Ouattara, digne successeur de Félix Houphouët-Boigny, puisse jouer son rôle en tant que fils de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Voyez-vous, aujourd'hui, Yamoussoukro fait fière allure. Il y aura élection. Et c'est parce qu'ils savent qu'il y aura élection et que s'il y a élection,
il n'y a absolument aucun doute. Alassane Ouattara sera vainqueur au premier tour. Un coup KO. Chers sœurs, vous venez de faire la démonstration que la Côte d'Ivoire est en paix. Les Ivoiriens vivent ensemble. Il n'y a pas de problème entre nous. Que rien ne peut nous diviser. La politique ne peut pas nous diviser. D'autres activités ont précédé cette mobilisation, notamment les séances de formation des femmes et une visite à la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, pour le dépôt d'une gerbe de fleurs sur son caveau. Le mouvement politique aujourd'hui et demain Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée politique, une rencontre place CP1 pour mobiliser la base. Antoine Assalé Thiemoko, qui préside ce mouvement, donne rendez-vous dans quelques semaines aux militants. Il a profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon de la situation sociopolitique à Métraori. Transcender les divisions partisanes, unir les Ivoiriens quelles que soient leurs appartenances politiques, c'est l'objectif que veut atteindre le mouvement politique ADCI, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Assalé Thiemoko, président de ce mouvement politique, s'est montré clair lors de sa rencontre avec ses militants au rendez-vous de Yopougon. À la question de savoir s'il sera candidat ou non à la présidentielle d'octobre prochain, le député maire de Tiasalé veut informer ses partisans au moment opportun. Toutefois, il insiste sur l'importance de bâtir une société de confiance où chaque Ivoirien pourra libérer son potentiel. Ce, pour le progrès de la nation. Notre pays est grand. Nos dirigeants, de Houphouët-Boigny à Ouattara, en passant par Bendy et Gbagbo, ont abattu un travail immense. Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui et pour les générations futures, c'est de construire une société de justice qui donne à chaque enfant de ce pays la place qui lui revient selon son mérite. Le mouvement politique aujourd'hui et demain Côte d'Ivoire est né le 2 juin 2024. Il veut être le catalyseur d'un changement profond et durable pour la Côte d'Ivoire. Et autre chose dans l'actualité ce soir, l'économie bleue est désormais au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre cette notion, Ahmed Silvio a reçu dans le magazine du dimanche à 13h le directeur de cabinet adjoint du ministre des Ressources animales et halieutiques. Je propose de suivre justement un extrait. L'économie bleue concerne toutes les activités en lien avec le milieu aquatique. Et pour donner comme exemple, les populations de toutes les localités côtières sont estimées autour de 10 millions de personnes. Donc ces activités économiques concernent 10 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Donc pratiquement un tiers de la population est concernée par ces activités en lien avec l'économie bleue. L'autre chose aussi, c'est que toutes les activités qui rentrent aujourd'hui dans l'économie bleue, que ce soit les activités portuaires, la perche, l'aquaculture, le tourisme, représentent autour de 15% du PIB. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé 3 activités en une. Il y avait le salon de la pêche et de l'aquaculture, au cours duquel nous avons reçu 17 pays de la COMAFAT, qui est le conseil ministériel des États côtiers de l'Atlantique. Et aussi, nous avons tenu le forum pour l'investissement dans l'économie bleue. Les objectifs ont été atteints. Aujourd'hui, nous évaluons à plus de 5000 participants à ce salon. Il y a eu 40 panels. 40 panélistes, il y a eu 60 exposants et nous pensons que aujourd'hui les objectifs ont été atteints pour ce qui concerne ce salon. C'était pour le ministère l'occasion de réunir les acteurs, les partenaires techniques et financiers, les ministères concernés, les institutions qui participent aux activités en lien avec l'économie bleue, de se réunir, d'être sensibilisés sur la question de l'économie bleue, mais surtout de se prononcer sur le financement de l'économie bleue. Et après un mois de formation en Chine, 16 gestionnaires d'établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont de retour à Abidjan. Une formation qui leur a permis d'échanger leurs expériences avec les Chinois et d'en apprendre de nouvelles. Le ministre Kofi Nguessan les a rencontrés. Le reportage d'Issa Sunayeo. 16 gestionnaires d'établissements techniques et professionnels en immersion en Chine de retour à Abidjan après un mois de formation. Devant le ministre à leur arrivée, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la qualité de la formation reçue à Tianjin. En Chine,
Leur président leur a dit, pour avancer, il faut qu'ils retroussent les manches. Et ils ont retroussé les manches. Aujourd'hui, ils sont devant. Nous devons changer carrément de mentalité, penser à l'avenir. Nous avons appris que la formation professionnelle repose sur l'industrie, l'école et production, la coopération. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre le modèle chinois. Les Chinois sont disciplinés, travailleurs. Aujourd'hui, nous revenons avec des compétences vraiment acquises, de nouvelles compétences, celles qui vont nous permettre d'avoir la possibilité, les capacités de réorganiser nos équipes. Le ministre Kofi Nguessan remercie le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision pour le rayonnement de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la pleine vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, celle de faire de la formation professionnelle le levier de développement de la Côte d'Ivoire. Et cela passe par la formation de nombreux jeunes, mais surtout aussi par la gestion de qualité des établissements. Et pour renforcer leurs capacités et créer cette dynamique que nos 16 compatriotes sont partis en Chine pour 1 mois de stage. Et ce que j'attends d'eux, c'est une autre façon de manager ces établissements, c'est d'attirer davantage le secteur privé dans la formation professionnelle, de revoir les référentiels métiers et de faire en sorte qu'il y ait une grande confiance entre non seulement les parents d'élèves, le secteur privé et le secteur de la formation. Kofi Nguessan rassure que la formation et le partage d'expériences vont se poursuivre dans son département. Objectif, assurer une meilleure qualité de la formation professionnelle et technique des apprenants dans notre pays. Je vous emmène dans le nord du pays à la découverte de Mara, une localité de près de 5000 âmes qui regorge des trésors bien gardés par les villageois. Un héritage culturel mais aussi spirituel qui fait le bonheur des populations. De nombreux visiteurs s'y rendent à l'occasion d'un festival. Régis Kofi. À un peu plus de 100 km de Korogo, dans la sous-préfecture de Boran, département de Dikodougou, se trouve Mara. Dans ce gros village de plus de 7000 âmes, vivent en parfaite harmonie plusieurs peuples, Senufo, Koyaka, Malinké, entre autres. À Mara, les symboles sont importants et sont source de bénédiction. À l'instar de ceci, un baobab, qui, dit-on, apporte le bonheur à ses visiteurs. Une autre référence, cette tombe, qui date des années 1700. Elle est de Ouattara Bazoumana, arrière-petit-fils du fondateur du village. C'est ici que des villageois et même des étrangers viennent se recueillir pour s'attirer des grâces. Mara est également connu pour sa richesse culturelle, notamment ses danses, dont le kroubi ou encore le passe. Quand on partait au mariage vers Kouroudou, quand on a vu la danse copée, ça nous a plu. C'est là nous on est venu créer chez nous à Mara. Tout comme la danse, l'univers culinaire de ce village, dans le Poro, est tout aussi varié. Avant, c'est ça on préparait pendant la fête. On appelle ça en français le Komodé. Mais chez nous ici, on appelle ça le Beneto. Les feuilles de dongo, plus l'arachide avec du riz. Donc ça, on appelle ça chez nous le Bokorobi. Autant d'atouts à promouvoir. C'est justement l'objectif du Migaro Festival. Le festival avait pour objectif de valoriser nos cultures, nos traditions ancestrales et de faire aussi la promotion du sport et aussi appeler le développement vers le village. 3 jours de réjouissance et de rapprochement des peuples appréciés par les festivaliers. Ce qui m'a marqué, c'est surtout la danse Woloso de nos mamans, qui a bercé mon temps d'enfance, parce que moi, ma maman aussi faisait partie de ces jeux-là. A commencer par la danse copée, passant par le sofa, et par le balafon et les masques qu'on appelle communément ici Konei. Et vraiment tout m'a marqué parce que moi, personnellement, ça me manquait. Un retour aux sources pour les jeunes, une satisfaction pour l'autorité locale. Une population qui n'a pas de culture, c'est une population qui est comme si elle n'a jamais existé. Donc je pense que c'est une bonne chose et qu'elle puisse être répétée chaque année pour que chacun puisse révertir les sources anciennes pour savoir d'où on vient. Sachez que Boran abrite la première mosquée
une mosquée précoloniale qui a été construite au XVIe siècle. Et ces jeunes gens ont bien pensé, en voulant faire ressortir tout ce qui caractérise ce patrimoine-là, et ils sont à féliciter. Le Migaro Festival de Mara intervient juste après la célébration de l'Aïd el-Fitr, un moment de réjouissance pour consolider l'union sacrée entre les filles et les fils de la localité. Ici au sud, les 12 enfants décédés à Tia par noyade ont été inhumés hier. Ils revenaient d'une sortie religieuse. Le gouvernement était aux côtés des familles. La ministre Belmondo Dogo a pris part aux obsèques. Michel Mambo. Cris de douleur, lamentation, le village de Tia, à 13 km de Dabou, pleure ses enfants. 12 enfants décédés par noyade dans le chavirement de la pirogue qui les ramenait d'une sortie religieuse le lundi 21 avril dernier. Face à la douleur, que faire? Frapper, maudit, s'en prendre à Dieu? Non. Job dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Face à la douleur, acceptons la volonté du Seigneur. Il est le Dieu qui frappe et aussi le Dieu qui pense les blessures. Aux côtés des parents inconsolables, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée des autorités, élus et cadres de la région. Miss Belmondo Dogo, venue une fois de plus traduire la solidarité et la compassion du gouvernement à la communauté endeuillée. Cette douleur, chers parents de Tia, le président de la République et son épouse la partagent avec vous. Cette douleur, l'ensemble des membres du gouvernement, à leur tête, le Premier ministre Béré Mombé, la partage avec vous. Pour les obsèques, une enveloppe de 6 millions de francs CFA remise aux familles. 2 jours avant, la ministre en charge de la solidarité était à Tia pour transmettre les condoléances et le réconfort du gouvernement aux parents des victimes et à la population de la localité. Démarche fort appréciée par les habitants de Tia qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toute l'assistance reçue depuis la survenue du drame. Le reste de l'actualité, c'est dans le 7 sur 7. Éric Goré revient sur ce qui a marqué l'information cette semaine dans le monde. Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. À la veille des funérailles, sa dépouille était visible à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le Ghana accueille les activités de lancement du 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les festivités ont débuté le mardi 22 avril à Accra. Condamné en première instance à 2 ans de prison, l'opposant Aliou Ba a fait appel de sa condamnation. Le ministère public a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre l'opposant à la junte, poursuivi pour offense et diffamation à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya. La représentante spéciale de l'ONU à Haïti, Maria Isabel Salvador, a tiré la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité, estimant que le pays s'approche du point de non-retour et pourrait sombrer dans un chaos total face à la montée en puissance des gangs. La Cour constitutionnelle gabonaise a validé la victoire de Brice Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril. Le général devenu civil après avoir renversé Ali Bongo en 2023 entamera officiellement son mandat de 7 ans le 3 mai prochain. Le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, dans une simple tombe souterraine portant uniquement son nom de pape, Franciscus, l'une de ses dernières volontés. Ces funérailles samedi ont attiré plus de 250 000 personnes, riches et pauvres confondues, sont allées lui rendre hommage.
Une puissante explosion en Iran fait au moins une trentaine de morts et plus d'1 millier de blessés, survenus dans le plus grand port commercial d'Iran. Une enquête a été ordonnée par le président iranien. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que pour un bon repos, il faut labourer plusieurs fois la terre. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.